Montréal-Nord, c'est constitué de plusieurs communautés culturelles, principalement les Haïtiens. Puis, mon sujet qui m'intéresse, c'est que j'écris un livre sur les femmes entrepreneurs de la deuxième génération. Ces femmes-là, elles sont encore en arrière, malgré leur niveau d'études, malgré qu'elles ont vécu dans un autre pays qui est différent de nos mères. Elles ont eu beaucoup plus de ressources et d'aide. Et pourtant, sur le niveau décisionnel, ou du moins sur le plan affaires, elles sont encore en arrière. Et après avoir discuté avec quelques personnes, j'ai constaté que ce n'était pas seulement dans ma région, à Montréal-Nord, il y avait d'autres endroits aussi où la deuxième génération, la diaspora africaine, européenne, de minorités culturelles sont encore elles n'osent pas se lancer, elles n'osent pas. Alors là, la question, c'est vraiment, malgré ça, pourquoi est-ce qu'elles n'osent pas? Et vous qui avez réussi, qui êtes vraiment très inspirante, les femmes, bravo, qu'est-ce que vous pourriez leur donner? Parce que c'est vraiment avec ça que je retournais pour dire que j'ai rencontré des femmes extraordinaires et elles nous ont donné quelques conseils. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour justement se débloquer, puisqu'elles ont toutes les ressources à leur disposition et pourtant le problème est encore là. Alors pour répondre à la question de la dame sur l'entrepreneuriat, pourquoi est-ce que les femmes de la seconde génération, donc que vous appelez la diaspora, une fois rentrées en Afrique, ont du mal à réussir ou à se lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense que c'était ça la question. Au fait, malgré toutes les ressources qu'elles ont eues, malgré les ressources intellectuelles, pourquoi elles sont mais en arrière. Voilà. Alors je voulais dire que les problèmes d'accès à l'entrepreneuriat sont plus ou moins connus. Il y a la fiscalité, il n'y a pas de, j'ai envie de dire, les fiscalités de nos pays ne sont pas forcément favorables aux femmes ou ne leur permettent pas de quitter le secteur informel pour aller dans le formel. Il y a l'accès au financement. Il faut savoir que de nombreuses institutions bancaires demandent encore l'accord de l'époux avant de concéder un crédit à la femme. Il y a, je vous en ai parlé tout à l'heure, le problème du foncier, où les femmes sont encore très peu représentées, en tout cas très marginalisées dans mon pays, à peine 10% des détentrices de terre. Il y a aussi ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, donc l'aspect culturel, qui fait en sorte que lorsque l'on dit que l'on est entrepreneur, ça veut tout et ne rien dire. Quand on dit en Afrique qu'on est entrepreneur, on dit oui, en fait elle ne fait rien, ou ils ne font rien. Il faut réussir donc à dépasser tous ces clivages pour se lancer dans le parcours de l'entrepreneuriat qui n'est pas un parcours évident. Je voudrais avoir votre opinion sur la différence entre la parité, donc l'égalité entre pas l'égalité, pardon, mais le même nombre d'hommes et le même nombre de femmes, ou bien le travail qui est fait seulement entre femmes, donc seulement, par exemple, la ségrégation des sexes, alors travailler entre femmes seulement, pour permettre un meilleur empowerment, comparativement à la parité. Donc, dans votre milieu, comment est-ce que c'est vécu? Qu'est-ce que vous croyez qui serait intéressant? Qu'est-ce que vous croyez qui serait idéal? Est-ce qu'il y en a un qui serait plus un outil pour aller vers l'autre? J'aimerais entendre chacune des femmes qui sont en avant à propos de ça. Je pense personnellement que dans des associations où il n'y a que des femmes, on aboutit généralement à rien, parce que, ou alors on sombre dans le féminisme et on se pose en éternelle victime. Et pour terminer, j'ai envie de vous dire que cette problématique de l'inadéquation, la symétrie des genres, elle est véritable. J'aimerais que chacun d'entre nous reparte chez lui en regardant sa mère, ses sœurs, ses amis, sous un œil différent. J'ai longtemps commis personnellement des erreurs parce que j'ai des filles et des garçons. J'ai habillé mes petits garçons en bleu, mes filles en rose. Lorsque mes petites filles se faisaient mal, je leur faisais des câlins et mes garçons, je leur répondais qu'un garçon n'a pas le droit de pleurer. J'ai offert aux petites filles des poupées et aux garçons des robots ou des ateliers mécaniques. Donc j'ai volontairement, sans m'en rendre compte bien sûr, positionné mes filles, j'ai envie de dire, de la même manière que je l'ai été, c'est-à-dire dans un rôle de matrice, de future mère et de femme au foyer. Et
Et j'ai envie de dire que l'éducation, elle commence à ce niveau-là. Dès le bas âge, dans le berceau, on peut habiller une petite fille en bleu, et je ne dirais peut-être pas le garçon en rose, mais en blanc. Le blanc pourrait être le bon compromis, justement, pour apprendre aux filles et aux garçons qu'ils sont capables de réaliser les mêmes choses plus tard. Ils sont capables de prendre les mêmes métiers et Actuellement, dans mon pays, il y a des élections. Ok, il n'y a aucune femme candidate. La seule femme qui était en liste pour être candidate, elle a désisté. On lui a demandé pourquoi. Elle dit qu'elle sent qu'elle ne sera pas supportée par les femmes. Donc, ma question est-ce que le problème n'est plus pas vers les femmes qui ne s'entendent pas entre elles que les hommes qui les marginalisent? Merci. Dans notre pays, enfin je ne sais pas trop comment ça se passe chez vous, mais je peux vous parler du bassin du Congo. Chez nous, les cultures sont patriarcales. C'est-à-dire que les biens se transmettent de père en fils, et non pas de père en fille. Lorsque je vous ai parlé de femmes marginalisées tout à l'heure, je vous ai dit que l'environnement dans lequel nous évoluons ne nous permettait pas d'accéder à des postes de responsabilité. Nous avons une constitution qui a été votée l'année dernière, au mois de novembre de l'année dernière, qui vient d'intégrer seulement maintenant la parité dans la Constitution. Mais la loi n'a pas encore été promulguée. La loi n'a pas encore été votée. Je vous parlais d'une Assemblée nationale composée de 13 femmes sur 138 députés. D'accord. Comment pourrons-nous faire pour que cette loi soit promulguée lorsque nous n'avons que 13 femmes représentées à l'Assemblée nationale? Ne sont pas appelés à diriger. Mais il y en a plein qui aimeraient pouvoir participer à la vie politique et décisionnaire de leur pays. Tout simplement, lorsqu'elles se présentent, elles sont très souvent inscrites dans les listes électorales en bas de page. Ou alors, on les envoie dans des zones face à des candidats lorsque l'on sait que c'est perdu d'avance. Amen. La culture de la dot est encore très répandue dans nos pays. Ce qui veut dire qu'une femme passe de la domination de son père à celle de son époux. Comment voulez-vous qu'au sein d'une société, une femme puisse prendre la parole, ne fût-ce qu'au sein de sa belle famille, dans la mesure où, excusez-moi si ça choque certains, elle a été achetée? Lorsque je parle de violence, je ne pense pas uniquement à la violence physique, aux violences verbales. Tu vas partir, tu vas rentrer chez tes parents, je vais te chasser. La violence économique, lorsque l'homme ne dépose pas le matin sur la table l'argent de la coupante du marché, parce que simplement la veille, il a eu des conflits avec son épouse. Je vous parle de la violence psychologique, celle qui est beaucoup plus insidieuse, celle qui pousse la femme à penser, qui entraîne des problèmes de tension, qui dégénèrent très souvent dans les AVC. J'ai visité, moi, j'ai eu la chance de visiter un hospice au Congo-Brazzaville. Et vous savez quoi? La majorité des personnes détenues ou malades sont des femmes. Des femmes qui ont vécu des violences conjugales dans leur foyer. Nous avons tous plus ou moins assisté, je parle là, je m'adresse aux Africains, à des funérailles. Et nous passons devant ces femmes assises par terre, la tête baissée, qui subissent ce qu'on appelle des rituels de violage, qui n'ont pas le droit de prononcer un mot, elles n'ont pas le droit à la parole. Elles doivent garder la tête baissée toute la journée, n'ont pas le droit de changer de vêtements, ni de manger. Elles ne peuvent s'alimenter que la nuit, durant quand tout le monde est endormi. Et ce pendant plusieurs jours. Moi, j'appelle ça véritablement une atteinte aux droits de l'homme.
Alors, monsieur, je vous retourne la question. Pensez-vous encore que les femmes ne sont pas marginalisées?